merci beaucoup et merci pour l'invitation, pour l'occasion qui m'est ainsi donnée de faire la connaissance, de faire votre connaissance et puis de pouvoir un peu discuter de ces choses-là. Comme nous avons pas mal de temps, le temps a été compté généreusement, donc comptant sur votre patience également, parce que ça fait quand même une réunion assez longue. Je vais pouvoir brosser une sorte de fresque un peu historique pour situer un peu tout cela, tout ce qui se passe dans le Golfe, autour du Golfe, de cette région qu'on appelle le Golfe, souvent aussi pour éviter de lui donner un qualificatif, puisqu'il y a des disputes sur la façon de l'appeler entre les Arabes et les Iraniens. Situer un peu le contexte historique des événements en cours et qui servira également peut-être d'introduction à la question plus particulière des ventes d'armes, qui va être le sujet suivant. Et puis vous allez voir comment ça s'embraye et ça se complète tout à fait. En tout cas, c'est ainsi que je conçois mon exposé, puisque c'est moi qui commence. Voilà, alors, donc on a le temps de brosser un tableau historique, c'est ce que je vais faire. Bon, il va de soi que après, dans la discussion, on pourra compléter, parce que même si je prenais l'intégralité des 45 minutes qui m'ont été allouées, ça ne serait qu'une vision très très générale des choses. Donc on pourra dans le débat peut-être approfondir certains points ou projeter une lumière plus particulière sur certaines questions qui peuvent vous intéresser. Bon, alors, quand on parle de cette région qui ne cesse d'être dans l'actualité, en fait, depuis maintenant fort longtemps. À tout le moins depuis, je dirais, depuis les années 80, avec la guerre Iran-Irak, qui s'était déroulée pratiquement sur la décennie, qui s'est terminée en 88, puis l'invasion du Koweït, de l'émirat du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. C'est un nom qui dit que beaucoup ici connaissent, peut-être pas tout le monde, ça dépend de l'âge. Puis la première intervention, le premier déploiement massif des troupes américaines et alliées dans le Golfe, donc 1990. Une guerre, puis un embargo de plusieurs années sur l'Irak, et puis ensuite, tout cela jusqu'à l'invasion, et ça continue, c'est tout le temps dans les infos. Alors il y a une raison à cela. Comme dirait Chomsky, s'ils exportaient des dates, rien de tout cela ne se serait passé. Alors on comprend bien que c'est en rapport avec le pétrole. Et effectivement, c'est le pétrole qui fait, et le pétrole et le gaz, disons les hydrocarbures, parce que maintenant le gaz a pris une importance particulière, mais c'est à cause de ce facteur-là que cette région a tout l'intérêt stratégique qu'elle a et qui fait qu'il y a tellement de... Alors, vous pouvez avoir près d'1 million de personnes tuées au Rwanda, ça fait à peine là-bas, ça ne remue pas tellement les consciences. Par contre, tout ce qui se passe là, on déploie tout de suite des troupes. Les États-Unis ont déployé des centaines de milliers de soldats. La France, la Grande-Bretagne, etc. On a déployé à un moment donné, il y avait la plus grande concentration de forces militaires sur la planète, était dans le Golfe, parce que les États-Unis avaient, alors ça c'était en 90, avaient concentré une grande partie de leur propre aviation et de leurs propres forces dans la région. Donc, il est évident, et quoi qu'en disent ceux qui se croient plus malins, il est évident que tout cela est en rapport avec l'intérêt stratégique de cette région, qui est essentiellement, sinon presque exclusivement, on pourrait dire,
peut-être la location stratégique, mais ça, c'est pas tellement déterminant, qui est le pétrole. Et c'est le cas, bon, depuis au moins la Première Guerre mondiale, hein, en tout cas depuis le début du XXe siècle, hein, avec l'importance croissante du pétrole et des découvertes pétrolières, que cette région est devenue l'objet d'intérêt de la part de toutes les puissances de l'époque. Au départ, c'est la Grande-Bretagne qui est intervenue enfin, parmi les puissances en dehors de la Turquie, enfin de l'Empire ottoman qui lui était directement présent. Ben la première intervention, disons, d'une puissance occidentale, pour prendre un terme plus qui apparaîtra plus tard politiquement, c'est pas à propos du pétrole, c'est à propos de la route des Indes, hein, qui fait que la Grande-Bretagne avait un intérêt particulier dans tout ce pourtour du sous-continent indien et a donc installé des postes. Hein, une Grande-Bretagne qui a mené une guerre en Afghanistan, qui essayait de subjuguer l'Iran. Bon, on parle du 19e siècle là. Mais ces postes, ces présences, bon, pour la marine britannique, de l'Empire britannique, vont acquérir une importance tout à fait différente avec la question du pétrole. Et bon, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, mais le facteur pétrolier est un des facteurs déterminants, y compris de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des enjeux de la Première Guerre mondiale qui sont la redistribution un peu des cartes dans ce qui concerne le contrôle du reste de la planète entre les puissances européennes et l'intérêt qu'il y a à ces territoires qui étaient sous domination ottomane et où on sait que le pétrole avait été découvert et avait commencé à être exploité. Et la Première Guerre mondiale va elle-même considérablement accroître l'importance du pétrole. D'ailleurs, les deux guerres mondiales ont été l'occasion d'accélération des changements technologiques, liés bien sûr à la guerre elle-même. Et dans ces immenses déplacements de troupes, etc., le facteur pétrole va acquérir de plus en plus d'importance. Bon, dans la Deuxième Guerre mondiale, ça deviendra beaucoup plus important avec l'aviation qui n'a joué qu'un rôle tardif et relativement secondaire dans la Première Guerre mondiale, elle devient cruciale dans la Seconde. Mais enfin, la Première Guerre mondiale, c'est déjà le moment où ce facteur pétrolier est un facteur déterminant. Et effectivement, bon, la fin de la Première Guerre mondiale s'est marquée pour la région, d'une part par l'accord entre la Grande-Bretagne et la France pour se partager les territoires arabophones qui étaient sous domination ottomane. Hein, donc, c'était disons la partie asiatique du monde arabe et c'est aussi, et ce partage lui-même est en rapport avec la question pétrolière, et vous avez plein de tractations avec la France. Enfin, ils étaient, tant la France que la Grande-Bretagne étaient particulièrement intéressés par l'Irak, mais bon, la Grande-Bretagne avait l'avantage d'avoir déjà une présence militaire dans le Golfe, mais il a fallu finalement un accord entre Français et Britanniques sur la répartition du pétrole dans la région. Donc il y a eu un gentleman's agreement, un accord entre Français et Britanniques pour effectivement se mettre d'accord sur le partage des territoires. Il a fallu se mettre aussi d'accord sur le partage de la principale richesse de la région qui n'est pas dans tous les territoires. C'est ainsi que ça s'est passé. C'est ainsi que vous avez eu une transformation du consortium qui exploitait le pétrole
dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, et qui est devenu un consortium où les intérêts français ont remplacé les intérêts allemands qui existaient. Hein, c'est les mutations de la guerre. Hein, vous voyez comment, très concrètement, on a ici des illustrations de comment les guerres sont des guerres de rapine, hein, et de partage des richesses entre rapaces, quoi. Alors, les États-Unis, bon, vous savez qu'ils sont intervenus à la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1917, hein, une intervention précipitée d'ailleurs par la Révolution russe. Bon, je repars également là aussi dans les détails. Mais les États-Unis étaient exclus de l'accord entre Britanniques et Français et n'ont pas du tout apprécié et l'ont fait savoir. Et il a fallu renégocier cela. Mais donc faire céder une place, hein, au détriment des autres à des compagnies américaines. Sauf que les compagnies américaines pétrolières, elles sont nombreuses. C'est pas comme la France qui avait par exemple la CFP, Compagnie française des pétroles, c'est-à-dire l'ancêtre de Total. Hein, là, vous aviez plusieurs compagnies et une partie était intégrée dans le. Bon, vous ne pouvez pas mettre tout le monde, sinon ça ferait des parts minuscules. Et cet accord-là couvrait pratiquement ce qui est l'Irak, plus toutes les monarchies du Golfe, sauf une qui n'était pas inclue dans l'accord, qui est le Royaume saoudien. Le Royaume saoudien qui va naître plus tard. Je dis Royaume saoudien par rapport aux frontières actuelles, mais le Royaume va être, être finalisé, si vous voulez, dans sa forme actuelle à partir des années 20 et jusqu'au début des années 30. Et alors, il y avait un accord donc pour se partager toute découverte pétrolière dans la zone que j'ai décrite, mais pas dans le Royaume saoudien, d'autant plus que on ne prévoyait pas, ou en disant, on pensait que la possibilité qu'il y ait du pétrole dans ce territoire-là était limitée. Et en fait, ce n'est qu'en 1938 que le pétrole, que les gisements de pétrole exploitables commercialement vont être découverts dans le Royaume saoudien. Alors, entre-temps, ce qu'il y a, c'est que les compagnies américaines qui ne faisaient pas partie de l'autre accord avaient obtenu la concession. Et c'est ainsi que le Royaume saoudien est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un allié, ce qu'il est depuis, un allié privilégié, un royaume vassal de la puissance suzeraine que sont les États-Unis. Ça commence très tôt et ça prend une importance particulière à partir de la découverte du pétrole en 1938 et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, qui va faire de la question pétrolière une question stratégique bien plus importante encore qu'elle ne l'était. Et qui va expliquer que, en revenant de Yalta, le président américain Roosevelt s'arrête en mer Rouge pour rencontrer le souverain. Le terme n'est peut-être pas le bon terme, que la souveraineté est assez limitée dans ces cas-là. Enfin, le roi Abdelaziz, le père de tous ceux qui sont succédés depuis lors. Donc, c'est vous dire à quel point ce pays apparaît pour les États-Unis comme très important stratégiquement. Et la même chose va pour les autres pays, pour la Grande-Bretagne en particulier, qui est la puissance jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale la plus forte, d'ailleurs dans l'ensemble de la région, où les États-Unis ne sont pas encore fortement implantés. Alors, on va voir aussi un rapport particulier de ces puissances à cette région. Si l'on prend la Grande-Bretagne, le colonialisme britannique, si on prend les empires coloniaux britanniques et français, on voit que, évidemment, chacun façonnait ses colonies à sa façon, mais il y a eu de manière plus systématique une exportation des institutions britanniques dans les territoires sous contrôle britannique. Or, il n'y a rien de cela qui se passe dans cette partie du monde. Et de même, les États-Unis
qui vont devenir véritablement la puissance tutélaire du royaume saoudien, vont surtout ne rien faire qui puisse bouleverser les structures sociopolitiques hyper archaïques, parce que ce sont des chefferies tribales d'un autre âge qui ont été comment dire, protégés, armés et qui sont devenus l'instrument par lequel tant britanniques qu'états-uniens, qu'américains assuraient leur contrôle de la région. Et là, on peut voir la chose, c'est-à-dire, autant dans une autre logique, dans un autre contexte, cette exportation d'institutions, la tentative de créer une économie moderne qui pourrait être un débouché pour les produits de la métropole, à part le fait qu'on importe les matières premières. Ici, là, le souci principal, c'était ne pas créer les conditions sociales d'une revendication de souveraineté qui passe qui va passer fatalement, inévitablement du politique à l'économique, et donc mettre en question l'exploitation des ressources de ces pays par les puissances tutélaires. Alors cette exploitation, elle prend longtemps la forme de redevances pétrolières, c'est-à-dire que ces pays donnent des concessions aux compagnies pétrolières sur longue durée. On leur verse des redevances qui sont un certain montant, selon un certain type de calcul, mais le gros du profit réalisé à partir de l'extraction va aux compagnies qui se chargent de l'exploitation, c'est-à-dire donc aux économies des pays dominants. Bon, donc cette confédération se met en place, et c'est ce qui explique aussi donc que vous avez des régimes tellement archaïques dans cette partie du monde, dans l'ensemble des Émirats, des monarchies, émirats, sultanats, quel que soit leur nom, qui sont disons, dans 5 des 6 membres du Conseil, de ce qui est devenu après, dans les années 80, le Conseil de coopération du Golfe. Donc vous avez ces créations britanniques tout à fait artificielles d'États qui n'avaient absolument pas qui remplissaient absolument pas les critères de création étatique, qui n'avaient même pas, qui a aucune continuité historique en tant qu'État. C'était tout au plus des tribus, des villes, des cités, avec des populations très limitées, qui explique d'ailleurs que jusqu'à maintenant, si vous prenez les États du Golfe, vous en avez tels que le Qatar ou les Émirats arabes unis, où ceux qui ont la citoyenneté, le terme n'est peut-être pas bon, la nationalité, disons, parce que sont 10% de la population. Vous avez 90% de la population qui sont des immigrés. C'est-à-dire, même s'ils sont là d'ailleurs depuis 20 ou 30 ans, ils n'ont aucun droit. Et puis, c'est pas des pays dont on peut acquérir la nationalité, d'autant plus que cette nationalité, vu le petit nombre, elle est source de privilèges, puisque c'est la façon par laquelle les monarchies en question s'assurent la loyauté de cette fraction de la population qui est autochtone, même si elle est minime. Et puis vous avez le royaume saoudien. Là, c'est une autre affaire, parce que là, c'est un pays avec une population de taille moyenne. C'est un pays où les États-Unis vont développer une enclave sous leur contrôle dans la zone pétrolière, avec leur principale base militaire en dehors de leur propre territoire pour tout un temps, dans les années à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont construit ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est resté jusqu'au début des années 60. Et puis dans cette enclave, c'est une enclave véritable, c'est-à-dire elle est pratiquement hors territoire, et le reste du pays, on se gardait même de promouvoir même l'industrialisation du pays, parce que
dans la balance entre transformer ce pays en marché et créer une dynamique sociale qui puisse être source de contestation politique, on a préféré éviter la deuxième possibilité. Bon, donc voilà un peu l'arrière-plan un peu de tout cela. Alors, dans l'après-guerre, après deuxième guerre, à partir des années 50, on va voir dans le monde arabe une montée du nationalisme, et d'un nationalisme qui va se radicaliser à gauche, sous l'influence du modèle soviétique en particulier, donc qui va se lancer dans des nationalisations à grande échelle, dans une reproduction en partie de certains éléments du modèle soviétique, la planification, etc., l'industrialisation, et qui va être perçu, bien sûr, par les États-Unis dans le contexte de la guerre froide comme cette expansion du nationalisme va être perçue par les États-Unis comme source de grands dangers. Et pour combattre cette radicalisation politique de la région, les États-Unis, avec leurs alliés saoudiens, vont utiliser principalement dans cette partie du monde et au-delà, enfin dans l'ensemble du monde des pays à majorité musulmane, la religion. Pas seulement la religion, mais l'intégrisme religieux, l'intégrisme islamique. Et ça, c'est en rapport avec le fait que le royaume saoudien est l'émanation d'une alliance entre une puissance tribale et une secte, une secte religieuse, enfin une interprétation de l'islam qui est la plus rétrograde, la plus intégriste, la plus rigoriste, la plus aussi anti-femme. En général, ça va de soi dans les intégrismes religieux, mais là, ça atteint des degrés extrêmes. Hein, et ça aussi, les États-Unis vont le cultiver. Et, malgré le fait que c'est en contradiction flagrante avec leur propre idéologie. Hein. Et là, dans un contexte où l'on mène la bataille contre le communisme au nom du monde libre et de la liberté, ici, on va mener la bataille contre le communisme avec l'intégrisme, les intégristes, dont le mouvement des frères musulmans, qui est un mouvement qui est né à la fin des années 20 en Égypte, qui est un mouvement intégriste, enfin un programme, j'appelle intégriste, tout mouvement qui s'appuie sur des interprétations littérales de la religion et qui veut façonner la société et l'État sur la base de la religion. Ça peut être, dans n'importe quelle religion, on va trouver des intégristes, et ici c'est le cas également. Et donc c'est cet intégrisme-là qui va être le principal vecteur idéologique de la lutte anticommuniste des États-Unis, menée par les États-Unis, avec leurs alliés également, dans cette partie du monde. Donc ça aussi, il faut garder cela à l'esprit, parce que si vous vous demandez pourquoi il y a tellement d'intégrisme dans cette partie du monde, eh bien, ce n'est pas dans toutes les parties du monde que les États-Unis, principale puissance mondiale, ont utilisé comme cheval de bataille l'intégrisme religieux. Bon. Donc, il faut garder cela à l'esprit, parce que sinon vous avez toutes les visions essentialistes qui disent « Ah, mais c'est parce que l'islam lui-même est une religion comme ci, comme ça. » N'importe quelle religion qui aurait subi ce traitement aurait débouché sur ce genre de conséquences. Bon, alors, montée du nationalisme et recul des États-Unis, de l'influence des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il y a en même temps, ce sont des années où il y a un passage de flambeau des Britanniques aux Américains. Après la Deuxième Guerre mondiale, les rapports de force sont très différents. Et si vous voulez, la guerre de Suez, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de cette région, c'est un des moments de ce passage, quand les Britanniques, les Français, donc les anciennes puissances coloniales, avec Israël, attaquent l'Égypte, c'est les États-Unis qui leur disent
quitter le territoire égyptien, de retirer vos troupes. Hein, et c'est les États-Unis qui deviennent, dès lors et de manière croissante, la principale puissance dans la région, notamment aussi avec le poids de ce royaume saoudien, où il s'est avéré que non seulement il y avait du pétrole, mais que ce sont les plus importantes réserves de pétrole du monde. Bon, un quart des réserves mondiales étaient dans donc qui s'avère être d'une importance stratégique encore plus grande que ce qui avait pu être déterminé au tout début de tout cela. Bon, eh bien, c'est aussi le moment où les États-Unis, perdant du terrain dans la région, vont nouer une alliance stratégique avec l'État d'Israël. Ces États-Unis qui avaient intimé à Israël comme aux autres de se retirer en 1956 vont soutenir la guerre d'Israël en 1967 contre l'Égypte et la Syrie, qui était perçue à l'époque par les États-Unis comme des équivalents de Cuba, hein, c'est-à-dire des pays communistes. Enfin, dans l'acception américaine, on ne voyait pas beaucoup de différence entre ces pays avec leur nationalisation, avec leur rhétorique socialiste, pas communiste, mais socialiste, et puis les États avec des rhétoriques communistes.